Et au début de tout cela, un jeune homme nommé Gray meurt et se réincarne dans le corps d'un bébé nommé Arthur, le roi le plus puissant du monde. Il regarde alors autour de lui et aperçoit ses parents, mais il ne sait toujours pas qui ils sont. L'homme se présente alors comme Reynolds, son père. Mais même en entendant cela, Arthur ne le reconnaît pas. Quant à la femme, elle se présente à lui comme sa mère. Arthur comprend alors enfin ce qu'ils disent et réalise qu'il vient de renaître, mais cette fois, dans un autre monde. Il se souvient alors de ses nombreuses victoires passées et ressent un étrange contraste entre la personne qu'il était et le bébé sans défense qu'il est devenu. En analysant la façon dont Alice et Reynolds s'occupent de lui comme s'il était leur propre fils, Arthur trouve d'abord cela étrange, mais se souvient bientôt qu'ils sont en fait ses nouveaux parents. Malgré cela, il ressent une peur persistante face à cette situation. Soudain, Reynolds touche la main d'Arthur du doigt, qui réagit au contact. Le père, heureux, confie à Alice que leur fils l'aime sincèrement. Cependant, Arthur remarque que son corps n'a agi que par réflexe. Après tout, il n'en a pas encore pleinement le contrôle, puisqu'il est encore dans la première phase de sa vie. Il interprète alors cela comme un enfermement dans son propre corps. Et au fil des jours, Arthur continue de se réveiller dans ce même rêve persistant. Et un jour, il assiste à quelque chose qu'il trouve encore plus étrange. Il voit son père utiliser la magie sous ses yeux, puis Alice en faire autant, soignant Reynolds grâce à la magie de guérison. En découvrant ces pouvoirs qu'il ne connaissait pas dans son ancien monde, Arthur est complètement émerveillé et profite de son enfance pour tout observer. Et lorsqu'il remarque que dans ce monde, Reynolds et d'autres personnes mal intentionnées peuvent posséder des armes, Arthur comprend qu'il devra reprendre des forces au plus vite. Dès que Reynolds salue son fils, Alice lui annonce qu'il est temps de l'emmener dormir. Arthur se sent alors légèrement frustré de vivre des journées aussi monotones, mais il estime que vivre une telle vie n'est pas si mal, car le privilège de pouvoir dormir aussi longtemps qu'il le souhaitait est une chose qu'il n'a pas eue dans sa vie passée. Quelques mois plus tard, Arthur commence à ramper dans la maison, quand soudain, il remarque un miroir à proximité et décide de s'y regarder. À cette vue, ses parents rougissent de bonheur, car pour la première fois, leur fils fait preuve de lucidité. Quant à Arthur, il a l'impression de ne pas encore s'être habitué à son nouveau nom, même s'il l'utilise depuis des mois. Et même si cela le perturbe un peu, Arthur dit que c'est le cadet de ses soucis. Après avoir laissé son fils dormir dans son berceau, Alice quitte la pièce. Et lorsqu'il se retrouve seul, Arthur en profite pour ramper à nouveau par terre, ayant enfin repris le contrôle de son corps. Il se dirige alors vers la porte de la bibliothèque, croisant Alice dans la cuisine. Il prend alors un livre sur l'étagère et décide d'investir dans la connaissance dès son plus jeune âge. En commençant par mieux comprendre que monde dans lequel il est inséré. Il découvre alors qu'il est né sur le continent de Dicatan, qui abrite 3 royaumes. Le royaume de Darve, une nation souterraine de nains, le royaume d'Elnoir, une nation d'elfes au cœur d'une forêt, et enfin, le royaume de Sapin, où vit Arthur et qui est la nation la plus peuplée d'humains. Et tout comme l'ancienne nation où il vivait, Sapin est aussi une monarchie. La seule différence entre cette nation et son ancien monde est que le trône est hérité et non pris. De plus, comparé à son monde précédent, le nouveau monde où Arthur est inséré est encore en développement. Cependant, il possède de la magie, quelque chose qui n'existe pas dans son ancien monde. Dans sa nouvelle réalité, il existe une source de pouvoir appelée mana, et la capacité de la contrôler est en grande partie héréditaire. Autrement dit, chaque personne naît avec une quantité de mana naturellement limitée. De plus, seule une personne sur 100 est capable d'utiliser le mana. Quant à son application, Arthur découvre qu'il n'existe que 2 façons de l'utiliser, l'amplification et la conjuration. Les augmentateurs peuvent utiliser le mana pour améliorer leur corps, leur conférant une force, une défense et une agilité extraordinaires. Quant aux conjurateurs, ils peuvent projeter du mana et le contrôler à leur guise. Cependant, la clé de ce contrôle réside dans le noyau de mana, un pouvoir qui ne s'éveille qu'au début de la puberté et jusqu'à la fin de l'adolescence. Ceux qui peuvent canaliser tout le mana répandu dans le corps en un seul point sont les magiciens. Arthur établit alors une corrélation entre le mana et une vision de sa vie passée, le ki, puis tente de se concentrer sur cette énergie. Mais avant qu'il puisse obtenir le moindre résultat, il est rattrapé par Alice, qui lui ordonne de ne plus l'effrayer ainsi en quittant la pièce sans prévenir. Soudain, Alice sent une odeur étrange émaner de lui, et Arthur, quant à lui, réalise qu'il s'est trop concentré sur la recherche de sa sœur, au point d'abîmer sa couche. Alice l'emmène alors la changer, et Arthur, humilié, se dit que son corps est une véritable prison. 2 ans après la naissance d'Arthur, Alice se surprend à réfléchir à son fils et le décrit comme un garçon mignon et très curieux, 2 qualités qu'elle trouve excellentes. Cependant, Alice réalise qu'elle ne l'a jamais vu sourire. Pendant ce temps, Reynolds entraîne Arthur à l'escrime et affirme qu'il a un grand talent. Il appelle donc Alice pour voir comment leur fils s'en sort. Mais dès son arrivée, elle voit son fils s'entraîner à l'escrime. Elle regarde Reynolds avec étonnement et colère et lui demande ce qu'il fait devenir Arthur. À ces mots, Reynolds, déjà effrayé, répond qu'il n'a offert l'épée qu'à Arthur. Mais en entendant cela, Alice lui rappelle que le garçon n'a même pas encore appris à marcher. La voyant si en colère, Reynolds s'excuse, mais Alice continue de se plaindre, affirmant que leur fils pourrait être blessé par sa négligence. Pendant ce temps, Arthur, observant les 2 hommes de loin, comprend enfin la structure de pouvoir entre ses parents. Sa mère est celle qui commande, et son père, celui qui est soumis et obéit
obéit à la femme. À ce stade, Arthur en déduit qu'il s'agit peut-être d'un cas isolé dans sa famille, ou peut-être que le monde est majoritairement matriarcal. Après cette discussion, Alice emmène Arthur en ville et remarque son enthousiasme. Arthur observe alors tout ce qui l'entoure afin de recueillir le plus d'informations possible sur ce nouveau monde dans lequel il est plongé. En analysant l'équipement et les armes de ce monde, Arthur est capable d'évaluer le niveau technologique de cette nation. De plus, il voit des substances qui n'existaient pas dans son monde dans sa vie passée. En dehors du fait qu'il pouvait être témoin, la magie, personnellement, lui a été très instructive. Arthur réalise alors qu'il a eu les meilleurs parents du monde, car ils répondent à tous ses caprices. Ainsi, même si sa vie est limitée, Arthur la trouve moins désagréable qu'il n'y paraissait au premier abord. Et bien que, dans sa vie passée, il n'ait reçu aucune affection de son ancienne famille, Arthur estime qu'avoir une famille plus chaleureuse ne lui pose aucun problème. Et quant à Alice, elle lui dit que le voir intéressé par la lecture et fasciné par la ville dès son plus jeune âge la rendait très heureuse. Après tout, il a hérité cette curiosité pour les choses qui l'entoureraient, son père. Par conséquent, elle croit qu'il sortira bientôt et verra le monde, tout comme elle l'a fait, même si elle voulait que son fils vive une vie plus tranquille. Arthur, quant à lui, se sent très chanceux, car il a sous les yeux l'exemple de la personne qu'il souhaite devenir. Il reste cependant près de la fenêtre à regarder Ray faire léviter des rochers grâce à la magie, mais il le fait de manière très inefficace, ce qui déçoit Arthur. Peu après, Alice s'approche de lui et lui annonce que le prochain coup de Ray va le surprendre. Arthur le voit amplifier ses coups et remarque que son père utilise le mana sous forme d'amplificateur. Après être resté un peu plus longtemps près de la fenêtre, Alice décide d'emmener Arthur dormir. Cependant, dès qu'il passe devant une étagère, Arthur pointe la main vers les livres, montrant qu'il ne veut pas dormir maintenant. Pourtant, Alice dit qu'il est temps pour lui de dormir et de ne pas lire. En entendant cela, Arthur commence à la regarder avec l'air d'un bébé suppliant. Et bien qu'Alice refuse d'abord de céder à son chantage, elle finit par céder et le laisse lire au moins un peu. En lisant le livre, Arthur concentre à nouveau son mana en un seul point de son corps, une compétence acquise ces 2 dernières années. Et même si cette tâche lui a demandé un effort considérable, Arthur sent que tout ce qu'il a accompli en vaut la peine. Après avoir concentré le dernier fragment de son mana, Arthur provoque une énorme explosion dans sa maison. À cet instant, Ray remarque l'incendie qui se prépare pour Alice et se jette devant elle pour la sauver. Après cela, tous deux se tournent vers Arthur et entrent dans la maison, cherchant désespérément l'enfant. Alors qu'il le recherche, Ray est incrédule face à cette soudaine explosion de mana. Après tout, Arthur n'a que 3 ans, un âge bien trop jeune pour avoir la moindre trace de mana. Soudain, il découvre le garçon flottant grâce à son utilisation du mana. Arthur redescend alors et s'approche de ses parents, lorsque soudain, le toit de la maison s'effondre sur lui, le rendant certain que ce sera sa fin. Mais avant que le plafond ne le touche, Ray le sauve. À cet instant, Arthur se souvient qu'il peut être tranquille face à toute adversité. Après tout, ses parents seront toujours là pour le protéger. Dès qu'elle voit son fils hors de danger, Alice se met à pleurer de soulagement. Arthur, quant à lui, trouve l'attitude d'Alice et de Ray étrange, car être heureux de sauver quelqu'un est une chose qu'il n'a jamais apprise dans son ancien monde. Cela dit, il serre sa mère dans ses bras et, 3 ans plus tard, appelle finalement ses parents, maman et papa, et fond en larmes. Et déjà dans le passé, un homme est condamné à mort après avoir tenté d'assassiner le roi. Et bien qu'il ait commis un crime très grave qui entraînerait une exécution immédiate, le conseil lui accorda un privilège, qui décida de l'escorter, lui et sa famille, dans leur pays en attendant leur procès. Le condamné tenta alors de justifier sa condamnation, affirmant qu'il était seul responsable de la tentative d'assassinat contre le roi et qu'il demandait donc que sa famille soit épargnée. En échange, il accepta d'être exécuté immédiatement, sans avoir à attendre son jugement dans son pays d'origine. Entendant l'homme contester la décision du roi et de Grey, les serviteurs lui disent de se mettre à sa place, car le roi est la lumière qui les guide. De plus, cette situation est insignifiante et n'a pas besoin d'être discutée. Après tout, le roi a déjà condamné tout le monde à mort. L'homme continue de supplier pour s'occuper de sa famille épargnée, mais Grey commet une chose encore pire. Il tue froidement sa famille devant lui. Voyant cela, les serviteurs interprètent cela comme un véritable acte de miséricorde, car après tout le monde n'a pas le privilège d'être tué par le roi. À part cela, les 2 hommes furent épargnés par une exécution mal planifiée. Voyant cela, le condamné remercia le roi pour sa clémence, et de retour au présent, Arthur se retrouva à s'entraîner à l'escrime avec son père, qui, à un moment du combat, imprégna son épée de magie du feu. Voyant cela, Arthur fit de même, laissant son père impressionné, et finalement, le garçon parvint à le vaincre, détruisant l'épée de Reynolds. Constatant le niveau atteint par son fils, il décide d'engager un véritable mentor pour Arthur. Cependant, face à l'idée de son mari, il s'y oppose et affirme qu'il peut continuer à former le garçon lui-même, puisqu'il était disposé à le faire dès le début. Il répond à Reynolds qu'il avait effectivement prévu de procéder ainsi, mais qu'il a progressivement réalisé que le talent d'Arthur était trop grand pour qu'il puisse le maîtriser seul. Il est donc convaincu qu'Arthur progressera davantage s'il a un véritable mentor pour lui enseigner.
éloignée. Alice insiste pour leur confier l'éducation du garçon et est disposée à enseigner la magie à Arthur. Si tel est le cas, Reynolds se souvient cependant que sa magie est très spécifique. Il informe également Arthur qu'il a pu détruire son épée en bois recouverte de mana, et ce, à seulement 4 ans. Il réitère donc qu'Arthur progressera davantage s'il a un véritable instructeur pour s'occuper de son enseignement. Face à tant de preuves, Alice comprend enfin le point de vue de Reynolds, mais elle dit qu'elle ne pense qu'à son présent, car elle veut avoir le privilège de voir son fils grandir de près. Et en entendant cela, Reynolds est d'accord avec ce point. Après tout, il aimerait aussi voir son fils grandir, et avec cela, il commence à envisager de laisser les choses comme elles sont. Mais peu de temps après, il se souvient à nouveau de l'avenir de son fils, puis commence à se disputer à nouveau avec Alice à ce sujet. Mais soudain, Arthur propose une troisième option, dans laquelle les trois peuvent aller ensemble dans la ville où il restera. Et bien que cette option soit tout simplement la plus évidente, Alice et Reynolds commencent à flatter leur fils, disant qu'il était brillant dans cette suggestion. Et bien, en rencontrant un groupe de nouvelles personnes, Arthur se présente au groupe Ornentouin, qui dans ce cas, est le même groupe dont ses parents faisaient partie dans le passé. Et dans celui-ci, l'un des membres du groupe se présente comme Adam Cranch. Puis, une jeune femme nommée Angela Rose salue Arthur, le serre dans ses bras et lui dit combien il l'aime. C'est mignon. Et quand il voit à quel point elle serre le garçon, Durden Walker, un autre membre du groupe Ornentouin, pose le garçon au sol et le salue d'un simple toucher de la main. Puis, Arthur est présenté à Jasmine et Hélène, les derniers membres du groupe qui ne s'étaient pas encore présentés, et après qu'Arthur ait rencontré tout le groupe, ils continuent leur voyage en calèche, et pendant le voyage, Arthur remarque à quel point les moyens de transport de cette époque sont primitifs, car dans son ancien monde, où il régnait en tant que roi le plus important, il avait des moyens de transport beaucoup plus technologiques. Eh bien, continuant le voyage, ils font un arrêt dans la forêt, dans lequel Arthur découvre qu'il se dirige vers une ville appelée Shiro, et soudain, au milieu du repas, ils sont surpris par une meute de loups. Mais le groupe Ornetouin se réunissent et achève l'ennemi avec l'aide de Reynolds, et la nuit vouloir. Pendant qu'ils dînent, Alice remarque le bras blessé de son mari et décide de le guérir rapidement avec sa magie de guérison, et tout en voyant Hélène en action, Arthur explique que sa mère n'est pas n'importe quel type de magicienne, mais un transmetteur avec des pouvoirs de guérison, et comme Hélène est une magicienne très rare et extrêmement précieuse, elle ne peut pas se promener en train de guérir les gens ouvertement, sinon, cela mettrait une cible sur sa tête, et le fait que ses parents vivent à la campagne est en partie à cause de ce pouvoir d'Alice. Après avoir vécu dans un endroit éloigné, il est plus facile de cacher son pouvoir. Et avant d'aller dormir, Adam demande à faire un exercice avec Arthur. Alors les deux se positionnent pour commencer l'entraînement et regardent autour. Arthur remarque que tout le monde semble s'inquiéter pour lui, mais il ne semble pas vouloir intervenir, comme s'ils avaient oublié qu'il n'a que 4 ans, et soudain, Adam manie sa lance avec de la magie de feu, et en voyant cela, Arthur se rend compte qu'il n'ira pas facilement. Mais lorsque le combat commence réellement, Arthur parvient à impressionner Adam avec la compétence qu'il a déjà acquise en si peu de temps. Mais à la fin, le garçon est jeté en raison du fait qu'il a encore un corps très léger. Mais peu de temps après, il est sauvé par l'un des membres des Cornes et des Jumeaux. En cela, il gronde Adam en disant qu'il a exagéré l'entraînement. Mais Adam réfute tout le monde et leur rappelle qu'Arthur est en fait un monstre impitoyable. Par conséquent, il savait déjà que le garçon résisterait au combat, et après avoir dit cela, il demande à Reynolds quelle formation il a donnée au garçon pour le rendre comme ça, et Reynolds lui assure qu'il n'a jamais rien fait de mal. Après tout, son fils a toujours été un prodige. Quant à Jasmine, elle se rend auprès d'Arthur et lui demande de lui apprendre ce qu'il a fait lors de la confrontation avec Adam. Arthur remarque dans son regard qu'il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Les jours suivants, il continue de voyager normalement. Arthur enseigne à Jasmine ce qu'il sait. De plus, il continue également à s'entraîner et à apprendre beaucoup de choses, en plus de partager avec les autres les connaissances acquises dans sa vie passée. Alors que tout se passait très bien, un événement inattendu lui est arrivé. Jasmine se rend chez lui le jour de son anniversaire pour le remercier de tout ce qu'il lui a appris, et décide de lui offrir une mini-dague. Pendant ce temps, les autres femmes l'observent de loin, et Angela révèle que Jasmine n'est pas du genre à se rapprocher de qui que ce soit. La voir s'y attacher à Arthur est donc quelque chose de nouveau pour elle. Alice dit que la situation est compréhensible, car son fils est très mignon. Quant à Adam, il presse tout le monde de partir en disant qu'il est temps pour eux de partir. Mais avant de partir, Arthur remarque que sa mère agit un peu étrangement, comme si elle ressentait de la douleur quelque part. Mais Alice le déguise en disant qu'elle va bien. Alors ils montent dans la voiture et continuent le voyage normalement. Mais à mi-chemin, ils sont interceptés par des flèches ennemies. Dans ce cas, le chef du gang qui les encercle demande à ses hommes de laisser les femmes et les enfants en vie, car ce sont des objets de grande valeur. Dans ce cas, Arthur remarque que ce type de personnes sont en effet des opportunistes. Ils semblent être dans n'importe quel monde. Tandis qu'Alice, elle remarque son fils tendu et essaie de le rassurer, en disant qu'elle est là pour le protéger. Dans ce cas, Reynolds et les autres quittent la voiture. Et une confrontation contre les bandits commence. Et en observant la façon dont le groupe Ornentouin et Reynolds prennent le dessus dans le combat, Arthur remarque qu'ils sont plus habiles, même s'ils sont en désavantage numérique. Et quant aux ennemis, leur seul avantage est justement leur quantité, mais petit à petit les ennemis l'épuisent. Lorsque Reynolds est projeté contre la voiture et entend ce fracas, Alice sort inquiète pour son mari, mais Reynolds lui fait comprendre que la blessure qu'il a reçue n'est pas encore très grave. Et de plus, il lui rappelle que si les ennemis connaissent le pouvoir qu'elle cache, ils seront encore plus excités de l'emmener avec eux. Après avoir dit cela, il ordonne à Arthur d'aller chercher sa mère et de partir au plus vite. Mais le garçon
garçon refuse et dit qu'il suffisait de se battre à leur côté. À ce moment-là, Reynolds profite de ce moment pour révéler que la mère d'Arthur attend un autre enfant. Il demande donc au garçon d'utiliser sa force pour protéger sa mère et son petit frère. Et en voyant cela, Arthur se souvient des fois où il a vu sa mère agir étrangement, comme si elle souffrait ou ressentait un certain inconfort, et découvre finalement la raison de tout cela, puis il décide d'obéir aux ordres de Reynolds, éloignant sa mère de là. Et en voyant cela, l'ennemi essaie de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque, l'empêchant d'y arriver, à sa famille. Et dans ce deux autres ennemis tentent de courir après Thalys et Arthur, mais Taddam et Jasmine les tuent tous les deux avec leurs flèches, et sur le chemin en courant avec sa mère, Arthur se souvient de sa vie passée en tant que Ray et Gray, l'époque où il a pris la vie des membres de la famille d'autres personnes, et maintenant il se retrouve dans la position opposée, où il doit défendre la vie de sa mère pour que d'autres ne la lui prennent pas. Dans ce, il se souvient de cet homme, qui a fait tuer sa famille par lui, et sans que cela lui arrive à cause d'une sorte de karma. Et déjà en suivant le chemin, il est surpris par l'un des ennemis, qui jouait et l'a attaqué avec de la magie. Il parvient rapidement à écarter sa mère du chemin, mais finit par être touché, le faisant tomber dans un abîme. Mais pendant la chute, Arthur parvient à attacher son poignard qui était attaché à une corde à la jambe de l'ennemi, réussissant à le tirer vers la mort avec lui. Et pendant la chute, Arthur comprend enfin pourquoi cet homme l'avait supplié d'épargner la vie de sa famille. Après tout, il était vraiment prêt à se sacrifier seul pour qu'il puisse vivre et rester en vie. Et même avant la chute finale, Arthur se souvient momentanément du frère qu'il était sur le point de gagner, et sent qu'il aurait été bon de rester en vie pour assumer ce rôle de frère aîné. Mais quand il ouvre à nouveau les yeux, Arthur se réveille dans un endroit étrange, quand soudain une créature mystérieuse s'approche de lui et le salue, l'appelant par son nom. Mon ami, l'animation est nulle, mais c'est très bien, l'histoire de ceci est parfaite, je sais ce qui va se passer, je suis sûr que vous le savez aussi, et si vous ne le savez pas, c'est parce que vous ne connaissez pas ma chaîne Manua, elle est ici dans le commentaire épinglé, allez jeter un œil, car l'animation Manua est bien meilleure que celle-ci, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, au revoir.